Donc aujourd'hui, je vais vous présenter différents aspects de notre étude, le déploiement du test rapide du choléra et son intégration dans le système de surveillance en RDC et au Niger. Donc les tests rapides du choléra sont efficaces en matière de surveillance. C'est pourquoi ils ont commencé à être distribués dans 19 pays graduellement. Ces tests rapides servent surtout à la surveillance. Ils ne servent pas à des diagnostics individuels. Dans les recommandations les plus récentes du GTFCC, donc la Task Force mondiale sur le contrôle choléra, et parle donc de surveillance, mais ça reste un concept théorique. Donc on s'est demandé comment on pourrait tester ce concept théorique dans le monde réel et mettre en place une recette pour que les pays pourraient appliquer afin d'utiliser ces tests rapides dans leur système de surveillance. Nous avons donc mené une étude moyen de méthode mixte, une étude observationnelle en RDC pendant 1 an et au Niger pendant 6 mois. Premier objectif, évaluer la performance du test rapide, test diagnostic rapide, donc dans les centres de traitement du choléra avec du personnel infirmier. Et nous avons recueilli des échantillons de sel de tous les cas suspects qui arrivaient au centre de traitement dans différentes zones en RDC. Donc 6 zones, 6 districts sanitaires. On a utilisé différents tests de diagnostic, donc des tests directs et des tests utilisant une étape d'enrichissement. Et on a également utilisé la culture et les QPCR. Alors pour ce qui est de la performance des tests rapides, vous voyez que les tests directs ont un taux de sensibilité assez similaire pour tous les 3, compris entre 76 et 81%. Maintenant, pour ce qui est de la spécificité, le BioLine est plus élevé que le cristal VCO1. Maintenant, en ajoutant l'étape d'enrichissement et ensuite le test rapide, eh bien, on constate une diminution de la sensibilité pour les 3 tests qui était significatif pour SD BioLine et pour cristal VCO1. 0,1. Et pour ce qui est de la spécificité, il n'y a que le cristal VC01 qui a vu le pourcentage augmenter. Alors, aucun de ces tests directs, soit direct, soit enrichi, n'atteint le TPP en termes de sensibilité. Pour ce qui est de la spécificité, eh bien, c'est le BioLine direct et enrichi, cristal VC01, qui atteigne le TPP. Maintenant, le problème avec la détection des épidémies de choléra, c'est qu'il faut que ce soit confirmé par un échantillon laboratoire qui est ensuite analysé sur culture ou par PCR. Dans les contextes endémiques, ces capacités en laboratoire sont plutôt limitées et il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Le temps entre le moment où les échantillons sont prélevés dans les zones rurales, le moment où ils arrivent au laboratoire, surtout en cas de saison des pluies, et parfois les cas ne sont confirmés que des semaines, voire des mois après. Il y a plusieurs solutions à cela. Ça a été présenté dans les recommandations les plus récentes du GTFCC. Ils ont introduit un seuil. Donc c'est un outil utilisé pour identifier une flambée probable. Donc, et ça prend en compte la performance imparfaite des tests rapides. Et ça pourrait déjà être suffisant pour déclencher les interventions pour lutter contre le choléra. C'est un concept théorique. On l'a testé pour la première fois dans un milieu réel. On l'a fait dans 12 unités de surveillance en RDC. Nous avons formé les agents de surveillance pour leur expliquer comment utiliser cet outil. Alors, en cas d'épidémie probable, eh bien, si au cours des 14 jours précédents, il faut qu'il y ait un certain nombre de tests rapides qui soient positifs. Donc 3 à 7 cas testés, il faut qu'il y ait un minimum de 3 qui reviennent positifs. Dans ce cas, la probabilité est très élevée que sur ces 3 positifs, il y ait au moins un vrai positif. Donc, je vais vous montrer un exemple de la façon dont ça a été utilisé en RDC, Mulongo. Le 26 juillet, donc, ils ont détecté les 2 premiers cas. Mais le problème est qu'il n'avait pas de test rapide dans la zone. Donc, la surveillance, ça leur a pris un peu de temps pour en recevoir les tests diagnostiques. Et le 1er août, ils ont pu tester le premier patient et celui-ci était positif. Plusieurs jours après, ils en ont testé d'autres. Et
le 8 août, donc sur 5 cas testés, 4 sont revenus positifs. Et ils ont donc vu que le seuil avait été atteint et les agents de surveillance ont déclaré une épidémie probable. En conclusion, les agents de surveillance ont pu identifier eux-mêmes une épidémie probable. Ils ont utilisé l'outil de calcul format papier qui leur avait été fourni. Maintenant, pour la surveillance des épidémies et l'estimation du fardeau, le principal problème, c'est la définition élargie des cas. Donc, vous avez par exemple une courbe de cas probables, mais on ne sait pas en fait combien d'entre eux sont des véritables cas de choléra, combien sont d'autres maladies qui provoquent des diarrhées. Et donc si on utilise le test rapide, on a finalement une estimation qui est bien plus proche de la réalité, bien plus précise. Et s'il faut ensuite prioriser des actions telles que la vaccination, on peut comparer l'incidence sur la base des tests rapides dans différentes régions et ensuite décider là où on va agir. Est-ce qu'on peut cibler? Alors, le problème avec les tests rapides, c'est qu'ils ont une durée de vie brève, inférieure à 2 ans. Il y a la question de l'approvisionnement et du coût également. Donc, une solution possible serait d'utiliser un programme d'échantillonnage. Donc, le test, pas de l'ensemble des cas, mais d'un sous-ensemble de cas. Donc, en testant un sous-ensemble de cas, on peut ensuite définir la positivité de ces cas multipliée par le nombre de cas. Ainsi, on a l'incidence sur la base donc, de ce schéma d'échantillonnage. Avec l'étude, on a voulu identifier le meilleur schéma d'échantillonnage possible, donc celui qui serait le plus proche de l'incidence si on testait tout le monde. Alors, un exemple, qu'on voit dans les dernières recommandations du GTFCC, c'est le test des 3 premiers cas qui arrivent chaque jour au centre. Pour identifier le schéma d'échantillonnage, en tout cas celui qui serait le plus approprié, en RDC, nous avons calculé l'incidence hebdomadaire sur 8 schémas d'échantillonnage, 21 sous-schémas. Ensuite, on a réalisé une comparaison statistique afin d'identifier l'incidence qui était la plus proche de celle que l'on obtiendrait en testant tout le monde. Ensuite, on les a classés pour identifier celui qui était le plus performant. Alors, je sais que ça paraît très théorique tout ça, mais c'est très important de voir comment ça se passe en pratique et de tenir compte de la réalité, parce qu'on sait que parfois il y a un écart entre la théorie et la réalité. Donc nous avons testé différents schémas d'échantillonnage dans le monde, en RDC et au Niger, et la principale leçon retirée de cette expérience, c'est que c'est assez difficile de mettre en place un tel programme d'échantillonnage. Il faut beaucoup de formation, beaucoup de supervision. Tandis que si on a un système simple, c'est plus facile à mettre en œuvre. Alors, on prend en compte ces aspects statistiques, mais aussi les observations dans le monde réel. Et nous avons constaté que le système recommandé par les recommandations du GTFCC étaient vraiment utiles et plutôt fiables. Donc à la fin de l'étude, nous avons eu des entretiens en focus group, des entretiens individuels avec des personnels infirmiers, également avec différents niveaux, même au niveau de décision. Pour moi, le résultat le plus frappant de cette étude, et ça a été mentionné par une infirmière de Molongo, il a dit que même la communauté ne savait pas que le choléra existait. Maintenant, avec les tests diagnostiques rapides,
La communauté est convaincue que cette maladie existe. Et comme vous le savez, on ne peut pas mettre fin à une épidémie de choléra si on n'a pas le soutien des gens dans la communauté. Et on voit également l'importance de la formation. La formation, la supervision, c'est indispensable, surtout pour ce qui est du choléra, parce que c'est saisonnier. Aucun cas pendant une longue période de temps. Et on sait tous que si on ne fait pas quelque chose régulièrement, on oublie un peu comment faire. Donc pour conclure, les tests diagnostiques rapides sont vraiment recommandés, ils sont appréciés par la communauté, par les personnels infirmiers et également par les autres parties prenantes. L'enrichissement des selles pour des fins de surveillance n'est pas recommandé, on perd en sensibilité, ça entraîne des coûts supplémentaires, plus de travail et un délai de traitement plus long. Et avec cette nouvelle règle basée sur les seuils, on a obtenu un résultat vraiment satisfaisant. Et le seuil sert d'outil épidémiologique indispensable qui permet aux unités de surveillance d'identifier des épidémies probables de façon indépendante et déclencher une riposte ou demander de l'aide. Donc, les statistiques et les évaluations en monde réel ont montré que le meilleur système, c'était les tests des 3 premiers cas par jour au centre de traitement du choléra. Donc, si on le met en place dans des environnements où il y a une incidence moyenne à élevée, on pourrait économiser jusque la moitié du nombre de tests diagnostiques rapides. Et l'incidence reste similaire à celle que l'on obtient si on teste tout le monde. Alors, fournir des tests diagnostiques rapides seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut former les gens de façon régulière, superviser les données. C'est ce qui nous permet d'avoir des informations fiables. Et pour conclure, j'aimerais remercier différentes personnes, Anaïs, mon superviseur, les personnes sur le terrain, l'équipe de la RDC. On m'a dit qu'ils écoutaient la présentation en ce moment même. L'équipe au Niger, je les remercie également. Et tous les gens qui ont participé à cette étude, merci beaucoup.